D'habitude, l'entreprise m'accordait une prime considérable, mais ma belle-mère Monique a exigé que j'en donne les 2/3 à ma belle-sœur Chloé, sinon c'était le divorce. Je n'avais même pas eu le temps de dire quoi que ce soit quand mon mari a décrété que si nous ne pouvions plus vivre ensemble, nous devions divorcer, un point c'est tout. Je m'appelle Manon, j'ai 33 ans et je suis chef de projet dans une entreprise technologique à Paris. Pour ceux de l'extérieur, ma vie semblait complète. J'avais un mari nommé Lucas, un appartement haussmannien dont nous étions propriétaires, un bon travail et un statut respectable. Je savais, moi seule, que durant les 7 années passées en tant que belle-fille, tout ce qui semblait stable, je l'avais soutenu seule. Je l'avais maintenu à force de me taire, d'avaler mes larmes et de me répéter que c'était ainsi, la famille. Ce soir-là, c'était le week-end et le vent commençait à souffler sur les toits de Paris. Je venais de recevoir la notification que la prime du projet avait été virée sur mon compte. Les chiffres clignotant sur l'écran m'ont laissé immobile pendant plusieurs secondes. 3 ans à me coucher tard et à me lever tôt, à quitter la maison à l'aube et à rentrer la nuit, des réunions qui empiétaient sur les repas, des jours où même avec de la fièvre, je restais accroché à mon ordinateur. Finalement, cela avait porté ses fruits, une prime de près de 150 000 €. Je n'ai pas ressenti une joie débordante, mais un épuisement profond, comme si je venais de traverser la Seine à la nage. J'ai pensé au prêt immobilier de l'appartement dont les intérêts pesaient encore, au projet d'en amortir une partie pour alléger la charge, à ma mère Marie en Normandie, qui se plaignait ces derniers temps de maux de dos. Je voulais lui acheter un bon matelas. J'ai pensé à 1000 choses, et dans aucune d'elles n'entrait l'idée d'offrir cet argent. J'ai mis la table. Le dîner était comme n'importe quel autre jour, un potage, du poisson au four et une salade. Ma belle-mère Monique s'est assise en bout de table, se servant de l'eau et de la nourriture avec un naturel absolu. Ma belle-sœur Chloé était à côté d'elle, les lèvres peintes en rouge, faisant glisser son doigt sur l'écran de son portable et levant les yeux de temps en temps avec un petit sourire, comme si elle savait déjà ce qui allait se passer. À peine assise, ma belle-mère a posé ses couverts sur la table et a dit d'une voix aussi légère que si elle parlait de la pluie et du beau temps, « Manon, je vais être directe. De l'argent de la prime que tu viens de recevoir, donne 100 000 € à Chloé. Si tu ne le fais pas, vous divorcez. » J'ai cru avoir mal entendu. Le mot divorce est tombé sur le dîner comme une assiette brisée. Je tenais la cuillère à soupe d'une main rigide. La vapeur chaude me brouillait la vue. J'ai regardé mon mari. Lucas mangeait la tête basse, avec un calme étrange, un calme qui glaçait. J'ai attendu qu'il lève les yeux, qu'il demande à sa mère ce qu'elle racontait, qu'il nie tout ou au moins qu'il me défende avec une seule phrase. Mais il ne l'a pas fait. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de ne pas faire trembler ma voix. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là, belle maman ? Avec cet argent, je pensais amortir une partie du prêt immobilier. » Elle a esquissé un demi-sourire sur le même ton monotone. « Le prêt peut attendre. L'appartement est au nom de Lucas, donc tôt ou tard il sera à vous. Mais Chloé en a besoin maintenant. Tu es sa belle-sœur. Ce n'est pas trop demander que de lui donner un coup de main. » C'est alors que Chloé a levé les yeux, le regard brillant, mais la bouche pleine de douceur. « Belle-sœur, je ne voulais pas te déranger, mais je suis sur le point de conclure l'achat d'un appartement près d'une bonne école. Si je rate cette occasion, ce sera dommage pour l'avenir. Je le fais en pensant à mon avenir. » J'ai écouté cela avec une boule dans la gorge. L'avenir de Chloé était une raison de poids, mais l'avenir de notre mariage, mon propre avenir, devenait quelque chose qui pouvait attendre. J'ai parlé plus lentement, essayant de garder mon sang-froid. Si Chloé veut acheter un appartement, qu'elle demande un prêt à la banque ou qu'elle cherche un moyen de l'obtenir. Cet argent est le fruit de mes efforts. Je ne peux pas. Elle ne m'a pas laissé finir. Chloé a répliqué d'une voix tranchante comme une lame fine. « C'est facile pour toi de dire ça. Quand tu t'es mariée et que tu es venue dans cette maison, nous ne t'avons fait aucune difficulté. Mon frère Lucas vous a donné l'argent pour le mariage et ma mère n'a pas dit un mot. » Je suis restée glacée. L'argent du mariage, Lucas l'avait économisé seul. Sa famille n'avait rien apporté. J'ai essayé de le dire, mais ma belle-mère m'a interrompu, laissant tomber ses couverts sur l'assiette avec un bruit sec. Dans cette maison, on ne distingue pas le tien du mien. Si nous sommes une famille, l'argent de l'un est l'argent de tous. Si tu dis que l'argent est à toi, c'est que tu nous considères, ta belle-mère et ta belle-sœur, comme des étrangères. J'ai senti le sang me monter au visage. Pendant 7 ans, j'avais contribué religieusement aux dépenses de la maison. J'avais payé une partie des rénovations. J'avais couvert les frais d'hôpital quand elle avait été malade. Je m'étais chargé d'innombrables tâches ménagères et maintenant, juste parce que je n'acceptais pas d'offrir presque 100 000 €, je devenais quelqu'un qui les traitait comme des étrangères. Je me suis tournée vers mon mari, la voix déjà tremblante. « Lucas, dis quelque chose.
Tu sais à quel point j'ai travaillé dur. Tu sais tout ce que j'ai sacrifié pour ce travail. Il a posé son assiette, a pris une serviette et s'est essuyé la bouche avec la lenteur de quelqu'un qui va dire quelque chose qui ne le concerne pas. Puis il m'a regardé directement. Manon, maman a raison. L'achat de l'appartement de Chloé est important et si nous pouvons aider, nous devons le faire. Transfère-lui l'argent. Avec ce qu'il te reste, tu pourras payer le prêt immobilier pendant quelques mois. J'ai senti un bourdonnement dans mes oreilles. Si nous pouvons aider, nous devons le faire. Il parlait comme si 100 000 euros n'étaient que quelques centaines, comme s'il suffisait que je réduise mes dépenses personnelles. Je me suis levée d'un coup. La chaise a grincé contre le carrelage. Comment peux-tu dire ça? C'est l'argent que j'ai gagné. J'ai travaillé comme une mule pendant 3 ans. Je n'ai demandé un centime à personne et maintenant tu me dis de donner la majeure partie à une autre personne et que je me débrouillerai quelques mois avec ce qu'il reste? Ma belle-mère s'est levée aussi, haussant la voix, le regard perçant comme des aiguilles. Une autre personne? C'est la sœur de ton mari. Ce que tu dis est un manque de respect. Je te l'ai déjà dit. Si tu ne lui donnes pas l'argent, tu pars de cette maison. J'ai éclaté de rire, mais les larmes coulaient sur mes joues. Je riais de ma propre stupidité. 7 ans à essayer d'être la belle-fille parfaite pour qu'à la fin, on me mette dehors avec une seule phrase. J'ai regardé Lucas une dernière fois avec l'espoir qu'il dise « Ça suffit, maman, laisse-nous en parler Manon et moi », avec l'espoir qu'il me demande de m'asseoir, qu'il sauve un minimum d'affection. Mais il a gardé le silence quelques secondes, puis a prononcé une phrase plus froide que le vent qui soufflait dehors. « Si nous ne pouvons pas vivre ensemble, nous divorçons. » C'était comme recevoir une gifle en plein visage. J'ai reculé d'un pas, m'agrippant au bord de la table pour ne pas tomber. Je l'ai regardé sans pouvoir y croire. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Il ne l'a pas répété. Il s'est retourné comme quelqu'un qui met fin à une réunion. Avant de sortir vers le salon, il a dit à voix haute sur le même ton plat, « Réfléchis-y. Ne rends pas les choses plus difficiles. » La porte du salon s'est fermée. Le dîner restait intact sur la table. Ma belle-mère s'est rassise et a continué à manger comme si de rien n'était. Chloé a chuchoté quelque chose qui ressemblait à de la compassion, mais qui en réalité jetait de l'huile sur le feu. « Laisse tomber, belle-sœur. Lucas s'énerve vite. Dès que tu m'auras transféré l'argent, tout reviendra à la normale. » Je suis restée là, debout, me sentant une étrangère dans la même maison à laquelle j'avais consacré mes efforts, mon argent et ma jeunesse. Je suis entrée dans ma chambre et j'ai fermé la porte, appuyant mon dos contre elle. Je me suis laissée glisser jusqu'au sol, serrant mes genoux. Le téléphone a vibré. Un message d'un collègue de travail. « Félicitations, Manon. Quelle machine. La prime la plus élevée du département. » J'ai regardé ces mots et j'ai senti une boule dans la gorge. À quoi servait d'être bonne dans mon travail si ce que j'avais obtenu par mes propres efforts, on voulait me l'arracher avec le mot divorce? J'ai ouvert l'application de la banque. Le chiffre, presque 150 000 euros, brillait comme une allumette sur le point de s'enflammer. Et là dehors, dans la cuisine, ils planifiaient comment garder 100 000 euros de mon argent, comme si c'était quelque chose qui leur appartenait depuis toujours. J'ai séché mes larmes, pris une profonde inspiration et ouvert ma liste de contacts. Mon doigt s'est arrêté sur le nom « Léa avocate ». Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas appelée. Je m'étais toujours dit que les problèmes de maison se règlent à la maison, mais cette fois j'ai su que si je restais silencieuse, ils interpréteraient mon silence comme un oui. J'ai composé son numéro. « Allô, Manon ?» La voix de Léa a résonné, aussi lucide et chaleureuse que toujours. « Qu'est-ce qui se passe pour que tu appelles à cette heure-ci ?» J'ai avalé ma salive, la gorge sèche. Si je divorce, qu'est-ce que je dois préparer? À l'autre bout de la ligne, il y a eu une pause d'1 seconde. Puis Léa a dit, « Arrête tes blagues. Envoie-moi ta localisation. J'arrive tout de suite. » J'ai raccroché et regardé autour de moi. Tout dans la chambre était pareil. Seul mon cœur s'était fissuré. J'ai su qu'à partir du moment où j'avais appelé Léa, ma vie avait pris un nouveau tournant. Il ne s'agissait plus de savoir qui avait raison ou tort, mais si j'oserais me sauver moi-même. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. La chambre était dans le noir. Seule la lumière de la rue filtrait par la fente du volet, projetant une tache pâle et jaune au plafond. J'étais sur le côté, dos à la porte, mais j'entendais chaque petit bruit du dehors, le traînement des pantoufles de ma belle-mère, le bruit de l'eau dans l'évier, puis la porte du salon s'ouvrant et se fermant. Lucas n'est pas entré dans la chambre. J'ai su que ce silence pesait plus que n'importe quelle dispute. J'ai fermé les yeux, mais mon esprit ne s'arrêtait pas. 7 ans de mariage défilaient devant moi, scène par scène. Le jour où je suis arrivée dans la maison, si maladroite,
Le premier dîner que j'ai préparé, trop salé. Ma belle-mère ne m'a pas grondé, elle a juste posé les couverts et a dit « Pour une fille de Paris, tu cuisines moyennement, tu devras apprendre. » J'avais souri pour dissimuler, sur le point de pleurer, mais j'avais fait semblant que rien ne se passait. Le jour où j'ai demandé la permission pour un voyage d'affaires, elle m'a dit que pour une femme, la famille passait en premier, et j'avais encore consenti, je m'étais tue. Je m'étais tellement habituée à céder que j'en étais venue à penser que c'était mon devoir. Vers 1 heure du matin, mon téléphone a vibré doucement. Un message de Léa, mon amie de l'université, avocate depuis l'obtention de son diplôme. Juste quelques mots, je suis là. Je me suis redressée d'un bond. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans ma poitrine. J'ai entrouvert la porte et regardé dehors. La lumière du couloir était encore allumée. Ma belle-mère était allongée sur le canapé avec une main sur le front, sûrement dans un sommeil léger. Je n'ai vu Lucas nulle part. J'ai ouvert la porte d'entrée avec précaution. Léa était là, les cheveux attachés, une veste fine, le visage sans maquillage, mais avec un regard incroyablement éveillé. En me voyant, elle n'a pas tourné autour du pot, elle m'a juste fixé. « Ça va ?» J'ai secoué la tête. Juste ça, et ma gorge s'est serrée. Léa est entrée, a enlevé ses chaussures avec des mouvements rapides mais silencieux, a jeté un coup d'œil rapide à l'appartement et a dit à voix basse « Sortons parler ». Nous sommes descendus au bistrot de quartier en bas de l'immeuble. À cette heure-ci, il ne restait que quelques tables occupées. La lumière jaune était douce. Le murmure de la machine à café s'entendait à peine. J'ai demandé un verre d'eau. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli le renverser. Je lui ai tout raconté, du début à la fin. Chaque mot de ma belle-mère, chaque regard de Chloé, chaque phrase de Lucas, même la façon dont il avait dit le mot divorce, aussi légèrement que quelqu'un qui change de chaîne à la télévision. Léa ne m'a pas interrompue, elle écoutait juste, hochant la tête de temps en temps tout en remuant la cuillère dans son café déjà froid. Quand j'ai terminé, elle est restée silencieuse un moment puis a demandé très doucement « L'argent de la prime est à ton nom. Ils l'ont viré sur ton compte personnel ou sur le compte joint ?» Sur mon compte personnel. As-tu un document qui prouve que c'est une prime personnelle? Oui, la lettre de l'entreprise, mon contrat de travail, les relevés bancaires. Léa a hoché la tête en posant sa tasse sur la table. Légalement, ce sont tes biens propres. Personne n'a le droit de t'obliger à les donner à une autre personne. J'ai souri avec amertume. Mais il ne parle pas de loi, il parle de liens familiaux. Léa m'a regardé avec une expression plus douce, mais la voix toujours aussi ferme. Les liens familiaux ne consistent pas à échanger ta sueur contre une fausse paix. Si tu cèdes une fois, il y en aura une deuxième. Si tu leur donnes l'argent, tu perdras ta voix pour toujours. J'ai baissé la tête. Je savais qu'elle avait raison, mais le savoir et le faire étaient deux choses différentes. Je lui ai demandé d'une voix de plus en plus faible, si je ne le donne pas et qu'il divorce vraiment, qu'est-ce qui se passera? Léa a soupiré en s'adossant à sa chaise. Tu feras face. Mais d'abord, tu dois te protéger. Je te le dis clairement. À partir de maintenant, ne transfère pas un centime. Garde tous les documents, enregistre les conversations et garde les messages s'il y en a. Ne discute pas. Ne te laisse pas emporter par les émotions. Laisse-les montrer leur vrai visage eux-mêmes. Je l'ai regardé. Et Lucas? Léa m'a observé un long moment puis a dit lentement, Lucas a choisi de se mettre du côté de sa mère et de sa sœur, du moins pour l'instant. Ne te mens pas à toi-même. Ces mots ont fait plus mal que je ne l'espérais. J'ai tourné le visage vers la baie vitrée. Dehors, la rue était vide, seule passait une voiture laissant une traînée de lumière. Je me suis sentie petite, mais j'ai aussi senti que quelque chose dans ma poitrine commençait à durcir. Presque à 3 heures du matin, nous sommes remontés. Léa n'est pas entrée, elle est restée à la porte et m'a dit « Appelle-moi s'il se passe quelque chose. » N'aie pas peur. J'ai hoché la tête. La porte s'est fermée. Je suis restée un moment debout avant d'entrer. Ma belle-mère était déjà partie dans sa chambre. L'appartement était silencieux. Le lendemain matin, je me suis levée tôt. Lucas n'était toujours pas revenu dans la chambre. J'ai préparé le petit déjeuner comme chaque jour, des croissants et du café, mais avec un vide dans l'âme. Je coupais des fruits quand ma belle-mère est sortie. Elle m'a regardée avec des yeux inquisiteurs. « Où es-tu allée hier soir ?» Je suis sortie parler avec une amie. « Quelle amie est-ce qui te cherche si tard ?» Une amie intime. Elle a renâclé. « Si tu as quelque chose à dire, dis-le à la maison. Ne va pas aérer le linge sale de la famille. » J'ai posé le couteau et je me suis tournée vers elle. Pour la première fois,
je n'ai pas évité son regard. J'ai juste parlé avec mon amie. Je n'ai dit du mal de personne. Elle est restée perplexe une seconde, puis son visage s'est durci. Alors comme ça, maintenant tu me réponds. J'ai baissé la tête, mais ma voix est restée ferme. Je ne vous réponds pas, je dis juste la vérité. Juste à ce moment-là, Lucas est entré. La chemise froissée, le visage fatigué, il nous a regardés, moi et sa mère. Qu'est-ce qu'il y a? Ma belle-mère a changé de ton instantanément, devenant beaucoup plus douce. Ta femme est très rebelle ces derniers temps. Elle n'a toujours pas réfléchi à ce qui s'est passé hier. Lucas s'est tourné vers moi. Tu y as pensé? Je l'ai regardé pour la première fois. Je l'ai observé attentivement. L'homme que j'appelais Marie me semblait à la fois familier et étrangement lointain. Oui, j'y ai pensé. Eh bien? Je ne vais pas transférer l'argent. L'atmosphère s'est gelée. Ma belle-mère a frappé la table de la main. Mais qu'est-ce que tu dis? J'ai pris une profonde inspiration. Cet argent est à moi. C'est moi qui l'ai gagné. Je n'ai aucune obligation de le donner à Chloé. Chloé est sortie de sa chambre. Elle avait sûrement tout entendu. Elle a croisé les bras et a souri avec dédain. Eh bien, belle-sœur, c'est fort. Faire un scandale pour un peu d'argent. Je l'ai regardé directement. 100 000 euros, ce n'est pas un peu d'argent. Pour toi, c'est peut-être de la petite monnaie, mais pour moi, c'est de la sueur et des larmes. Lucas a froncé les sourcils. Manon, ne sois pas si dur avec tes mots. Je me suis tournée vers lui. Mets-toi à ma place et dis-moi si ce n'est pas justifié. Il est resté silencieux. Ma belle-mère a montré la porte. Si c'est ta décision, alors ramasse tes affaires et va-t'en. Dans cette maison, nous ne voulons pas d'une belle-fille égoïste. J'ai senti mon cœur se serrer, mais je n'ai pas pleuré. J'ai juste hoché la tête. D'accord. Les trois sont restés pétrifiés. Ils ne s'attendaient probablement pas à une réponse aussi rapide. Je suis retournée dans la chambre et j'ai ouvert l'armoire. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était incroyablement clair. J'ai pris une valise, j'y ai mis des vêtements, des documents, l'ordinateur portable. Je n'ai pas pris grand-chose, juste l'essentiel. Quand je suis sortie avec la valise, Lucas était à la porte. « Tu pars vraiment ?» Je l'ai regardé. « Tu as parlé toi-même de divorce. Je fais juste ce que tu as dit. » Il a serré les lèvres. Je l'ai dit dans un moment de colère. J'ai souri. Un sourire si amer que même moi j'en ai été surprise. Mais moi, je l'ai entendu très clairement. J'ai sorti la valise. Ma belle-mère était debout, les bras croisés et le visage impassible. Chloé était derrière, en silence. Lucas m'a suivi du regard, mais n'a pas essayé de me retenir. La porte de l'ascenseur s'est fermée. Pendant que la cabine descendait, j'ai senti mes jambes flancher, mais étrangement, mon cœur se sentait plus léger. J'ai sorti mon portable et j'ai écrit à Léa. Je suis descendue. Dans le hall, Léa m'attendait déjà. En me voyant, elle n'a rien demandé, elle m'a juste aidé à porter la valise. Nous sommes sortis dans la rue. Le vent du matin parisien était froid. Je me suis retournée et j'ai regardé l'immeuble haussmannien une dernière fois. 7 ans. Je laissais derrière moi non seulement un mariage, mais aussi une version soumise de moi-même. Je savais qu'à partir de maintenant rien ne serait facile, mais au moins j'avais fait le premier pas. La voiture de Léa avançait lentement dans les rues d'une ville qui sentait encore la nuit. J'étais sur le siège passager, les mains sur les genoux et la valise dans le coffre, observant en silence le trafic commencer à s'intensifier. Paris à l'heure de pointe était toujours aussi bruyante, sauf que pour moi tout semblait étrange, comme si je venais de sortir d'une maison familière pour me retrouver au milieu de la rue sans savoir où j'appartenais. Léa n'a pas mis de musique. Elle conduisait concentrée, me regardant du coin de l'œil de temps en temps avant de ramener son regard vers l'avant. Elle savait que j'attendais pour parler, mais les mots ne sortaient pas. Dans ma tête résonnaient encore les mots de ma belle-mère. Dans cette maison, nous ne voulons pas d'une belle-fille égoïste. 7 ans à essayer d'être correcte et à la fin tout se réduisait à ces 2 mots. On va d'abord chez moi, a dit Léa à voix basse. C'est un petit appartement, mais tu seras tranquille. J'ai hoché la tête. À ce moment-là, avoir un endroit où dormir était déjà une chance. L'appartement de Léa, au 12e étage, n'était pas grand, mais il était impeccable. Elle m'a aidé à porter la valise dans la chambre d'amis et m'a donné un verre d'eau tiède. Bois, tu es pâle. J'ai tenu le verre en sentant la chaleur se répandre dans mes mains. C'est alors que je me suis rendu compte que je n'avais rien mangé de correct depuis la veille au soir, mais je n'avais pas faim, juste un vide immense. Reste ici tout le temps qu'il te faudra,
a continué Léa. Personne ne te dérangera. On verra le reste des choses calmement. Je me suis assise au bord du lit et j'ai regardé la chambre. Mur blanc, rideau gris. Il n'y avait pas grand-chose de plus qu'un lit et une armoire, une simplicité qui transmettait la sécurité. Merci, lui ai-je dit dans un murmure. Léa a fait un geste de la main. Ne dis pas ça. Maintenant, ce dont tu as besoin, c'est de te reposer. Elle m'a laissée seule. Quand la porte s'est fermée, je me suis allongée sur le dos sur le lit, regardant le plafond. Mon corps était épuisé, mais mon esprit ne s'arrêtait pas. J'ai pensé à mes parents, Jean et Marie, en Normandie. S'ils apprenaient ça, ma mère se mettrait sûrement à pleurer. Mon père garderait le silence, fumerait une cigarette et dirait d'une voix douce, « Ma fille, tu as déjà trop supporté. » Rien que d'y penser, j'ai eu les larmes aux yeux. Le téléphone a vibré. Un message de Lucas. « Où es-tu » J'ai regardé l'écran un bon moment et j'ai finalement répondu par un bref, « Chez une amie. » Peu après, un autre message est arrivé, « Rentre à la maison. » Maman était juste en colère. À ce moment-là, j'ai éclaté de rire, mais les larmes ont jailli de nouveau. En colère ? 100 000 euros, une menace de divorce, me mettre dehors, tout se réduisait à une colère passagère ? Je n'ai plus répondu. J'ai éteint l'écran et posé le portable face contre terre. Pour la première fois depuis des années, je me suis permis de ne pas répondre immédiatement. L'après-midi, Léa m'a appelé pour manger. C'était un repas simple, une soupe, des légumes, un peu de viande, mais j'ai pu manger. J'ai mangé lentement, chaque bouchée, comme quelqu'un qui vient de surmonter une longue famine émotionnelle. Demain, a dit Léa en se servant des légumes, demande quelques jours de congé au travail. Tu as besoin de récupérer. J'ai beaucoup de travail, ai-je répondu par habitude. Léa m'a regardé. Avec le divorce à la porte, jusqu'à quand penses-tu continuer à te forcer ? J'ai gardé le silence. Je savais qu'elle avait raison, mais se défaire de l'habitude d'être forte n'était pas facile. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de ma mère, Marie. En voyant son nom sur l'écran, mon cœur s'est serré. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu. « Allô, ma fille ?» La voix de ma mère était aussi douce et posée que toujours. « Bonjour, maman. Pourquoi je t'ai appelé plusieurs fois sans réponse ? Tu es très occupée ? » J'ai avalé ma salive. Je ne voulais pas l'inquiéter, mais je ne voulais pas mentir non plus. J'étais un peu fatiguée. Il s'est passé quelque chose ? A-t-elle demandé immédiatement. Ma mère était toujours comme ça. Elle me connaissait juste au ton de ma voix. J'ai gardé le silence quelques secondes, puis j'ai dit à voix très basse, « Lucas et moi traversons un mauvais moment. » À l'autre bout de la ligne, ma mère a soupiré. Elle ne m'a pas grondé, ne m'a pas harcelé de questions, elle a juste soupiré. « Tu es à la maison ? » Non, je suis chez une amie. Ma mère a gardé le silence un moment puis a dit d'une voix plus grave. « Ma fille, si tu n'en peux plus, viens à la maison avec ton père et moi. Nous sommes modestes, mais nous ne laisserons personne t'humilier. » Les larmes sont tombées. Je me suis mordu la lèvre pour ne pas sangloter. « D'accord. L'argent, on verra plus tard, » a continué ma mère. « L'important, c'est que tu restes debout. » Quand l'appel s'est terminé, je suis restée assise en silence pendant longtemps. J'ai senti que je venais de perdre un pilier, mais en même temps j'en avais trouvé un autre plus solide et silencieux. 2 jours plus tard, Lucas est venu me chercher. Il m'a appelé depuis le hall. Léa m'a regardé en m'interrogeant des yeux. J'ai hoché la tête. D'une manière ou d'une autre, je devais l'affronter. Nous nous sommes assis au bistrot en face de l'immeuble. Lucas semblait plus mince que dans mon souvenir, avec des cernes et la chemise non repassée. « Ça va ?» a-t-il demandé sans me regarder en remuant son café. Ma mère n'a rien mangé ces jours-ci. J'ai souri avec amertume. Moi non plus, je n'ai pas beaucoup mangé. Il a levé les yeux. Manon, je suis désolée pour l'autre jour, mais tu dois me comprendre. Ma mère n'a que Chloé. Je l'ai regardé directement, d'une voix très calme. Et moi ? Il est resté silencieux. J'ai continué en prononçant chaque mot avec clarté. Je suis ta femme, mais quand j'ai eu besoin que tu me défendes, tu ne l'as pas fait. Tu as choisi le silence. Et le silence à ce moment-là était un choix. Lucas a serré les poings. Je ne voulais pas faire de scandale. Mais tu étais prêt à parler de divorce. Il a baissé la tête. Après un moment, il a dit « Je pensais que tu céderais comme toujours. » La phrase a été si légère qu'on l'entendait à peine, mais pour moi, c'était comme un coup de poignard. J'ai hoché la tête avec un sourire triste. C'est vrai.
J'ai cédé tellement de fois que tu t'y étais habitué. L'ambiance entre nous était tendue. Finalement, Lucas a dit, je ne veux pas divorcer. Je l'ai regardé cette fois pendant longtemps, puis j'ai dit, sur un ton ni haut ni bas, moi non plus je ne voulais pas, mais maintenant j'ai besoin d'un mari qui soit de mon côté. Si tu ne peux pas l'être, pourquoi me veux-tu à tes côtés? Lucas n'a pas répondu. Il s'est levé et a dit à voix basse, je vais y réfléchir. Il est parti. Je suis restée assise à regarder le verre d'eau intact. J'ai su qu'à partir de ce moment, je n'étais plus celle qui attendait une réponse. J'étais devenue celle qui choisissait. Ce soir-là, Léa m'a demandé, eh bien? J'ai répondu, je vais préparer les papiers du divorce. Léa a hoché la tête. D'accord. On fera le reste ensemble. J'ai regardé vers le balcon. Les lumières de Paris s'allumaient fenêtre après fenêtre. Je ne savais pas quelle serait la longueur du chemin devant moi, mais au moins je n'étais plus immobile dans l'obscurité. J'ai demandé 3 jours de congé au travail. Pour la première fois depuis des années, j'ai écrit comme motif une seule ligne, affaires familiales. Ma main n'a pas tremblé et je n'ai pas senti le vide que j'avais imaginé. Tout s'est passé de manière lente, mais claire. Peut-être que lorsqu'une personne atteint la limite de son endurance, les décisions qu'elle prend ensuite deviennent étrangement sereines. Ce matin-là, Léa m'a emmenée chez un notaire près de chez elle. J'avais un dossier avec tous mes documents, carte d'identité, photocopie du livret de famille, certificat de mariage original, contrat de travail, la lettre de la prime, relevé bancaire. Chaque papier glissé dans une pochette plastique semblait ordonné et froid. En les regardant, je me suis rendu compte qu'un mariage pouvait aussi se mesurer en papier. C'est la première étape, a dit Léa pendant que nous attendions. On ne dépose pas encore la demande, mais tu dois tout avoir prêt. J'ai hoché la tête. Je ne ressentais plus la peur de la première nuit où j'étais partie avec la valise. À la place, il y avait un calme plus profond, comme celui de quelqu'un qui accepte une longue pluie. On arrête de l'esquiver, on ouvre le parapluie et on continue de marcher. L'après-midi, Lucas a rappelé. J'ai hésité quelques secondes, mais j'ai répondu. Je suis à la maison, a-t-il dit. Tu peux venir parler à maman un moment? J'ai fermé les yeux. La scène du dîner de cette soirée-là est revenue à mon esprit, si nette que je pouvais entendre le bruit des couverts contre la table. Parler de quoi? Maman est aussi inquiète pour Chloé. J'ai souri très légèrement. Et toi? Il est resté silencieux. Ce silence de quelques secondes a suffi pour tout confirmer. Je ne vais pas revenir, lui ai-je dit. S'il y a quelque chose à dire, on en parle dehors. Lucas a soupiré. Manon, ne tends pas plus la situation. Ce n'est pas moi qui l'attends, ai-je répondu d'une voix ferme. Simplement, je ne veux plus être la seule à essayer de calmer le jeu. J'ai raccroché. Léa m'a regardé sans poser de questions. Elle comprenait. Ce soir-là, ma belle-mère a appelé. Son numéro sur l'écran a fait s'arrêter ma main. J'ai pensé quelques secondes et j'ai répondu. Allô? Eh bien, quel courage tu as. Sa voix a résonné sans préambule. Oser partir de la maison, oser désobéir à ta belle-mère. Je ne suis pas partie, ai-je dit lentement. Je suis juste allée vivre dehors temporairement. Temperament? Elle a ri avec mépris. Tu crois que c'est un jeu? J'ai pris une profonde inspiration. Vous m'appelez pour quelque chose de précis? Rentre à la maison pour qu'on parle clairement. Si c'est juste pour que je lui donne l'argent, je vous ai déjà dit que je ne le ferai pas. Sa voix s'est élevée. Tu es une ingrate. L'argent, c'est matériel. La famille, c'est l'important. J'ai gardé le silence quelques secondes, puis j'ai dit quelque chose que je n'avais jamais osé dire avant. Si la famille est un endroit où on m'oblige à tout sacrifier sans recevoir de respect, je suis désolée, mais je ne peux pas le supporter. À l'autre bout de la ligne, elle est restée sans voix. J'entendais sa respiration agitée. Comment oses-tu dire ça? A-t-elle grogné? Je me suis trompée sur toi dès le début. Je n'ai pas discuté. J'ai juste dit, reposez-vous, belle maman. Je vais raccrocher. J'ai posé le téléphone. Mon cœur battait fort, mais je n'avais pas mal comme je l'avais imaginé. Peut-être parce que je savais que tôt ou tard je devais dire ces mots. Cette nuit-là, j'ai rêvé de mon père, Jean. Il était sous le porche de la maison, en train de réparer une vieille chaise en osier. Je l'ai appelé « Papa ». Il a levé les yeux et m'a souri avec douceur. Je me suis réveillée avec l'oreiller mouillé. Le lendemain matin, je suis partie en Normandie. Le train TER a mis plus de 2 heures. Je me suis assise près de la fenêtre, voyant les champs défiler.
Cela faisait longtemps que je n'avais pas senti que je rentrais vraiment à la maison. Ma mère, Marie, m'attendait à la porte. En me voyant descendre, elle ne m'a rien demandé, elle m'a juste prise dans ses bras. L'étreinte de ma mère m'a fait éclater en sanglots, pleurer comme jamais auparavant. « Tu es à la maison maintenant. Repose-toi, ma fille, a dit ma mère. Ici, personne ne va te mettre la pression. » Mon père, qui était assis à l'intérieur, s'est levé en me voyant. Il n'a pas dit grand-chose, il a juste posé une main sur mon épaule et m'a donné quelques tapotements. Avec ce simple geste, j'ai senti que je n'étais plus perdue. Le dîner de ce soir-là était réconfortant, un bœuf bourguignon et du vin rouge. J'ai mangé avec appétit. Ma mère m'a servi plus de viande, disant que j'étais très maigre. J'ai souri. Pour la première fois depuis des jours, mon sourire n'était pas forcé. Le soir, j'ai tout raconté à mes parents sans rien cacher. Ma mère écoutait avec des larmes silencieuses. Mon père a gardé le silence pendant longtemps puis a dit « Tu n'as rien fait de mal, ma fille, mais prépare-toi. Un divorce n'est pas facile. » Je sais, ai-je répondu, mais je ne vais pas faire marche arrière. Ma mère m'a pris la main. Je m'inquiète juste que tu souffres. J'ai déjà souffert, ai-je dit à voix basse. Maintenant, je choisis juste la façon de moins souffrir. Les 2 jours en Normandie sont passés vite. J'ai dormi profondément, j'ai bien mangé. Le matin, je sortais au potager arroser avec ma mère. Ces petites choses m'ont donné plus de paix que n'importe quel conseil. Le 3e jour, Lucas est venu me chercher au village. Il était à la porte avec une chemise blanche et un sac de fruits à la main. En le voyant, je n'ai pas été surprise. D'une certaine manière, je l'attendais. Ma mère est sortie ouvrir, elle l'a regardé. Son expression n'était plus aussi aimable qu'avant, mais elle a gardé la politesse. Entrez. Lucas a incliné la tête. Bonsoir. Mon père est sorti aussi. Il n'a rien dit, il a juste hoché la tête. Nous nous sommes assis face à face. Lucas a posé le sac de fruits sur la table et a dit « Je vous demande pardon. Ce qui s'est passé avec Manon et moi est dû à mon manque de tact. » Mon père l'a regardé directement. Manque de tact ou manque de courage? Lucas a baissé la tête sans répondre. Ma mère est intervenue d'une voix tremblante mais claire. « Tu as permis que ma fille rentre à la maison dans ces circonstances? Qu'est-ce que tu penses de ça? » Lucas a gardé le silence un long moment puis a dit « Je suis venu demander à Manon de revenir. » Ma mère aussi s'adoucira. Je l'ai regardé. « Qu'est-ce que tu me promets? » Il a levé les yeux avec un regard un peu désespéré. « Je parlerai à ma mère pour que l'histoire de l'argent soit mise de côté. » J'ai secoué la tête. Je n'ai plus besoin que ce soit mis de côté, j'ai besoin qu'il y ait des limites claires. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » a-t-il demandé. « Je veux que tu tiennes tête et que tu dises à ta mère en toutes lettres que cet argent est à moi, que personne n'a le droit d'y toucher et qu'à partir de maintenant toute décision qui m'affecte doit compter avec mon avis. » Lucas a hésité. Cette hésitation m'a donné une fois de plus la réponse. Mon père s'est levé d'une voix grave mais ferme. « Va-t'en. Quand tu seras capable de faire ce que ma fille te demande, alors reviens. » Lucas m'a regardé avec un mélange de supplication et de confusion. Je n'ai pas détourné le regard, ni hoché la tête. Je l'ai juste regardé comme quelqu'un qui fut jadis très familier, mais avec qui je ne partageais plus le chemin. Il s'est levé, a dit au revoir à mes parents et est parti. La porte s'est fermée et j'ai poussé un long soupir. Je savais que cette porte venait aussi de clore une étape de ma vie. Le soir, j'ai écrit à Léa. Je suis décidée. Léa a répondu presque instantanément. D'accord. Demain je rédige la demande. Je me suis assise sous le porche en regardant le croissant de lune. Pour la première fois, j'ai senti que je n'étais plus à un carrefour confus. Le chemin devant moi restait long et difficile, mais je savais que j'avançais. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant l'heure habituelle. Au village, les matins sentent différents. La terre humide, la paille sèche, la fumée de bois mêlée au vent. Je me suis assise sur le lit en entendant ma mère s'activer dans la cuisine, la toux sèche de mon père sous le porche. Ces bruits si quotidiens que je prenais pour acquis avant avaient maintenant un poids. Ils étaient mon encre. Je suis allée à la cuisine aider ma mère à allumer le feu. Elle m'a regardée et a souri légèrement. « Aujourd'hui tu as l'air plus clair. » Oui. Elle n'a pas posé plus de questions. Ma mère ne me pressait jamais de parler si je n'étais pas prête. Peut-être pour ça, durant toutes mes années de mariage, chaque fois que je me sentais épuisée, je me souvenais de sa silhouette courbée près du feu. Je me souvenais de ce silence chaleureux. Après le petit déjeuner,
Mon père m'a appelé et m'a donné une liasse de vieux papiers jaunis. Les actes de propriété de la maison, garde-les pour que tu les vois. Je suis restée glacée. Pourquoi tu me donnes ça, papa? Je ne te les donne pas, a-t-il dit lentement. Je te les montre pour que tu sois tranquille. Dans cette maison, il y aura toujours une place pour toi. Tu n'as pas à revenir les mains vides. J'ai saisi les papiers en sentant une boule dans la gorge. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Il ne me donnait pas une propriété, il me donnait un refuge. À midi, Léa a appelé avec son ton habituel rapide et efficace. La demande de divorce unilatéral est prête. Cet après-midi, je t'envoie une copie scannée pour que tu la révises. J'ai gardé le silence quelques secondes. D'accord. Juste ce mot. Mais j'ai su qu'à partir de ce moment, il n'y avait plus de retour en arrière. L'après-midi, assise dans ma chambre, j'ai ouvert le mail de Léa. Les mots apparaissaient sur l'écran. Demanderess, Manon Garcia. Defender, Lucas Lopez. Motif du divorce, grave détérioration de la vie commune, impossibilité de réconciliation. J'ai lu lentement, très lentement. Certaines phrases me semblaient étrangères, d'autres me faisaient mal à la poitrine, comme si quelqu'un avait comprimé mes 7 ans de vie en quelques pages. J'ai signé numériquement. Mon doigt s'est arrêté une seconde avant d'appuyer sur le bouton de confirmation. Puis j'ai appuyé. Fait. Le soir, Lucas a appelé. J'ai laissé le téléphone sonner jusqu'à ce qu'il coupe, puis il a ressonné. J'ai décroché. Tu as signé? Sa voix semblait rauque. Oui. Tu es si décidé? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'entendais le son de la télévision en fond. Sûrement ma belle-mère la regardait. Je l'ai imaginé debout dans le salon, le dos appuyé au mur, le téléphone collé à l'oreille, au milieu de la maison qui fut jadis la mienne. Je te l'ai déjà dit, ai-je répondu. Je ne reviens pas aux mêmes conditions. J'essaie de convaincre maman, a-t-il dit rapidement. Chloé aussi a dit qu'elle ne voulait plus l'argent. J'ai souri avec amertume. Elle n'en veut pas maintenant, ou elle attendra un autre moment. Lucas? Manon. Je l'ai interrompu d'une voix tranquille. Je ne me fie plus aux promesses verbales. J'ai besoin d'actes. Il est resté silencieux. Puis il a demandé d'une voix plus basse. Tu veux vraiment rompre avec tout? J'ai regardé la cour où mon père arrosait les plantes, sa silhouette mince mais ferme. J'ai regardé la cuisine où ma mère préparait le riz. J'ai dit lentement, je veux qu'on me respecte. Si ce mariage ne me donne pas ça, rompre ou non est juste une question de temps. Il n'a rien dit de plus. L'appel s'est terminé dans le silence. 2 jours plus tard, je suis revenue à Paris pour les démarches au tribunal. Léa Emea Compagnie. Avant de partir, ma mère m'a glissé un peu d'argent dans la main enveloppé dans un mouchoir. Je n'ai pas beaucoup, ma fille, mais prends-le au cas où. J'ai secoué la tête, mais elle m'a agrippé la main avec force. Prends-le. Ne laisse pas une situation de faiblesse t'atteindre. Je n'ai plus refusé. J'ai su qu'à ce moment-là, accepter n'était pas dépendre, mais accepter l'amour. Le dépôt de la demande a été plus rapide que je ne le pensais. La salle d'accueil, avec sa lumière fluorescente et ses chaises en plastique alignées. Je me suis assise là avec le dossier à la main, en attendant qu'on m'appelle. Quand le fonctionnaire m'a demandé « Confirmez-vous votre demande de divorce ?» J'ai répondu sans hésiter « Oui. Je la confirme. » Ma voix a résonné claire, sans trembler. En sortant du tribunal, Léa m'a donné une tape dans le dos. Première étape terminée. J'ai soupiré. Le ciel ce jour-là était gris, mais il ne semblait pas lourd. Je me suis sentie comme debout au milieu du vent, non plus enfermée entre 4 murs invisibles. L'après-midi, je suis retournée à l'appartement de Léa. Sur la table, il y avait une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. « C'est Lucas qui l'a apporté », a répondu Léa. « Il l'a apporté ce matin. » Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait un mot écrit à la main. L'écriture de Lucas était toujours la même, ordonnée, mais un peu rigide. « Manon, je suis désolée de t'avoir fait traverser ça. J'ai parlé avec maman. Elle dit que si tu reviens, on oublie tout. J'espère que tu reconsidéreras. » Ni un mot sur l'argent, ni un mot sur les limites dont j'avais parlé. J'ai plié le mot et je l'ai rangé dans l'enveloppe. « Eh bien ?» a demandé Léa. « C'est pareil, » ai-je répondu. Il continue de penser que tout est une affaire de famille qu'on peut oublier sans plus. Léa a hoché la tête. « Alors, tu as déjà ta réponse. » Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. J'ai pensé au premier temps avec Lucas. À l'époque, il était tendre,
calme, il cédait toujours. J'avais cru que si j'étais assez habile et patiente, tout irait bien, mais je m'étais trompée. Il y a des choses que plus tu supportes, plus elles sont tenues pour acquises. Une semaine plus tard, ma belle-mère est venue me chercher. Elle était à la porte de l'appartement de Léa, bien habillée, les cheveux tirés en chignon. En la voyant, je n'ai pas été surprise, mais mon cœur s'est serré. Léa était à l'intérieur, me regardant, attendant ma décision. J'ai hoché la tête et ouvert la porte. « Entrez et prenez quelque chose, belle maman » lui ai-je dit. Elle s'est assise sur une chaise le dos droit, regardant la petite pièce. « Tu vis ici » ? « Oui. » Elle a raclé sa gorge. Je suis venue parler clairement. L'autre fois j'étais très énervée. Je me suis assise face à elle, les mains sur les genoux. « Je vous écoute. » « Je ne nie pas que je t'ai parlé durement, » a-t-elle continué. « Mais je l'ai fait pour la famille. » Je l'ai regardée sans répondre. « Chloé est ta belle-sœur, » a-t-elle ajouté. « Si tu peux l'aider, tu devrais le faire. » J'ai souri très légèrement. « Belle maman, je vous l'ai déjà dit. Je ne vais pas l'aider avec mon argent et je ne vais pas revenir si tout reste pareil. » Elle a froncé les sourcils. « Tu penses vraiment mener ça jusqu'au bout ? » Je ne fais que me protéger. Elle m'a regardé longuement. Son regard n'était plus aussi perçant que l'autre jour, mais il n'était pas doux non plus. « Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ? » J'ai déjà déposé la demande, lui ai-je dit. Vous n'avez pas besoin de continuer à insister. Elle est restée pétrifiée. Un instant plus tard, elle s'est levée. Très bien, tu as gagné. Elle est sortie sans regarder en arrière. La porte s'est fermée. Je suis restée immobile, le cœur accéléré, mais l'esprit très clair. Je savais qu'à partir de ce moment, il n'y avait plus de retour en arrière. Léa est sortie et m'a mis une main sur l'épaule. « Ça va ?» J'ai hoché la tête. Oui, au moins je ne me mens plus à moi-même. Sur le balcon, il a commencé à pleuvoir. Je suis restée là, laissant la pluie mouiller mes mains, sentant le froid. Je savais que les jours suivants apporteraient plus de tempêtes, la médiation, les disputes, peut-être plus de douleur, mais je savais aussi que je ne redeviendrais pas la femme qui baissait la tête. J'ai écrit à mes parents, je vais bien, je fais ce que j'ai à faire. Ma mère a répondu instantanément, nous avons confiance en toi. Juste ces quelques mots, et j'ai senti que j'avais la force de continuer. Après la visite de ma belle-mère, qui est partie en silence, j'ai vécu une longue période de calme. Plus d'appels insistants, plus de messages de pression, ni non plus d'excuses sincères. Ce silence n'était pas agréable, mais il était nécessaire, comme quand on retire une épine et qu'il faut laisser la plaie ouverte un moment pour qu'elle guérisse. Je suis retournée au travail après presque 2 semaines de congé. Le bureau était le même, mon bureau était le même, seule moi j'étais différente. Les collègues m'ont demandé comment ça allait. J'ai souri et répondu brièvement. Je ne voulais pas raconter grand-chose. Pas par honte, mais parce que je ne ressentais plus le besoin d'expliquer ma vie aux autres. À midi, Léa m'a écrit « Cet après-midi tu recevras la convocation pour la médiation ». J'ai regardé le message longtemps. Médiation, un mot qui semblait aimable, mais je savais que ce serait un affrontement réel, sans esquive, sans parler par téléphone ou par tiers interposés. Ce serait Lucas, moi et tout ce qui ne s'était jamais dit en face. Le soir, je suis retournée à l'appartement de Léa et j'ai ordonné de nouveau les documents, chaque papier à sa place, le certificat de mariage, les relevés bancaires, le contrat d'achat de l'appartement, les prêts. J'ai vu le nom de Lucas sur l'acte de propriété de l'appartement. Seul lui figurait. À l'époque, je n'y avais pas accordé d'importance. Je faisais confiance. Je croyais qu'entre mari et femme ces distinctions étaient inutiles. Maintenant, en y pensant, je ne regrettais pas, je me rendais juste compte à quel point j'avais été naïve. « Tu es nerveuse pour demain ?» a demandé Léa en me servant de l'eau. « Un peu » ai-je répondu avec sincérité, mais je n'ai pas peur. Leah Assuri. Ça suffit. Le lendemain matin, je suis arrivée au palais de justice avant l'heure. Le couloir était long, avec des chaises en plastique alignées. Je me suis assise les mains sur les genoux, respirant profondément. Lucas est arrivé après, accompagné de sa mère. En la voyant, j'ai hoché la tête légèrement en guise de salut. Elle n'a pas répondu, elle a juste tourné le visage. Lucas m'a regardé avec une expression fatiguée, à la fois familière et distante. On nous a appelés dans la salle de médiation, une pièce pas très grande, avec une longue table en bois et des chaises face à face. Le médiateur a dit quelques mots protocolaires et s'est adressé à moi. « Maintenez-vous votre demande de divorce ? » « Oui, je la maintiens. » Ma voix a sonné claire.
Je n'ai pas regardé Lucas en le disant. Le médiateur s'est tourné vers lui. Avez-vous quelque chose à dire, Lucas? Il a raclé sa gorge. Je ne veux pas divorcer. Sa mère est intervenue immédiatement en haussant la voix. Notre famille n'est pas d'accord. Les disputes de couple sont normales. Ma belle-fille est trop impulsive. Je me suis tenue droite sans interrompre. J'ai attendu qu'on m'interroge. Madame Manon, a dit le médiateur. Pouvez-vous expliquer le motif du conflit? J'ai hoché la tête. Le conflit vient de loin. On ne m'a pas respecté dans mon mariage. Ils se sont immiscés dans mes affaires financières. On m'a mis la pression et menacé de divorce si je ne faisais pas ce que la famille de mon mari voulait. Ma belle-mère a frappé la table. C'est un mensonge. Tú me calomnies. Je t'ai seulement conseillé. Je me suis tournée vers elle, la regardant directement pour la première fois d'une voix tranquille. Me dire que si je ne donnais pas l'argent nous divorcions, ce n'est pas un conseil. La salle est restée silencieuse quelques secondes. Lucas a baissé la tête. Le médiateur a pris des notes et a continué. Monsieur Lucas, avez-vous quelque chose à ajouter? Lucas a hesite. À ce moment-là, la famille a eu des mots malheureux. Mais j'ai déjà dit à ma mère que nous n'insisterions pas. J'ai souri légèrement. Tu l'as dit après que je sois partie de la maison. Tu ne l'as jamais dit tant que j'étais là. Lucas a gardé le silence. Ce silence dans la salle de médiation n'était plus une option sûre, mais la preuve de son évasion. Le médiateur a soupiré et a dit d'un ton neutre. La médiation ne fonctionne que s'il y a de la bonne volonté des deux côtés. Madame Manon, si monsieur Lucas s'engage à changer, le considériez-vous? J'ai réfléchi quelques secondes et répondu, si c'est juste un engagement de parole, non. J'ai déjà donné trop d'opportunités. Ma belle-mère s'est tournée vers Lucas d'une voix âpre. Dis quelque chose, fils. Lucas m'a regardé avec une confusion évidente dans les yeux. Manon, je te demande de me donner plus de temps. Je l'ai regardé longuement. À cet instant, j'ai revu l'homme dont j'étais tombée amoureuse, mais j'ai aussi vu clairement l'homme qui n'avait pas été assez fort pour protéger sa femme. Je t'ai donné 7 ans, lui ai-je dit. Si je te donne plus de temps, ce sera encore moi qui attendrai et je ne veux plus. La médiation s'est terminée sans accord. Le médiateur nous a informé que le cas passerait en jugement. En me levant, mes jambes ont tremblé un peu, mais j'ai marché d'un pas ferme. En sortant de la salle, ma belle-mère a agrippé Lucas par le bras et lui a dit quelque chose rapidement. Je n'ai pas entendu et je n'avais pas besoin d'entendre. Léa m'attendait dans le couloir. En me voyant sortir, elle a demandé à voix basse. « Ça va ?» J'ai hoché la tête. C'est fait. Nous sommes sortis du tribunal. Dehors, le soleil tapait fort. Je me suis rendu compte alors que j'avais le dos trempé de sueur, mais c'était la sueur de l'affrontement, pas de la peur. Le soir, Lucas m'a appelé. J'ai décroché. Tu ne vas vraiment pas revenir? A-t-il demandé d'une voix fatiguée. Tu connais déjà la réponse. J'ai peur de te perdre. J'ai fermé les yeux. Ces mots arrivaient trop tard. Tu n'as pas eu peur quand je pleurais seule, lui ai-je dit. Tu as seulement peur maintenant que je pars. Il n'a pas répondu. J'ai continué d'une voix posée. Je ne te garde pas rancune, mais je ne peux pas continuer à vivre dans un mariage où je dois me défendre de ma propre belle famille. On ira vivre seul, a-t-il dit précipitamment. On louera un appartement, on s'indépendisera de ma mère. J'ai gardé le silence. C'était la première fois qu'il le disait. Tu le dis pour moi, ai-je répondu. Pas parce que tu comprends le problème. Qu'est-ce que ça change? A-t-il demandé. Ça change beaucoup, lui ai-je dit. Si je revenais, tout se répéterait dès qu'un autre problème surgirait. L'appel s'est terminé. J'ai posé le téléphone, le cœur lourd, mais sans mensonge. Les jours suivants, ma belle-mère a appelé mes parents. Ma mère me l'a raconté avec tristesse, mais sans reproche. Ta belle-mère a dit beaucoup de choses, mais je lui ai dit une seule chose. Ma fille ne vit au crochet de personne, elle travaille et s'entretient elle-même. Si chez vous on ne la respecte pas, qu'elle revienne chez ses parents. En entendant ma mère, j'ai pleuré, pas de douleur, mais de savoir que je n'étais pas seule. Un après-midi, Chloé m'a envoyé un message, juste une ligne. Ça vaut vraiment la peine de faire ça? J'ai regardé l'écran, pensé un moment et répondu, que ça en vaille la peine ou non, ça dépend si tu te mets à ma place. Chloé n'a plus écrit. J'ai commencé à chercher un appartement à louer pour moi. Je ne pouvais pas rester chez Léa éternellement. J'avais besoin de mon propre espace, même petit. Un studio loué dans le quartier du Marais,
lumineux et tranquille. Le jour du déménagement, je n'ai apporté que quelques cartons. Debout au milieu de la pièce vide, j'ai senti que mon âme était aussi vide, mais c'était un vide qui pouvait se remplir de nouvelles choses. Ce soir-là, je me suis assise par terre, appuyée au mur, et j'ai regardé les photos anciennes sur mon portable. La photo du mariage, celle des voyages, les photos de famille. Je ne les ai pas effacées, j'ai juste éteint l'écran. Je ne niais pas le passé, mais je ne l'emportais pas non plus avec moi. J'ai écrit à Léa. Je suis installée. Elle a répondu instantanément. Felicitations. J'ai souri pour la première fois. Le mot félicitations associé à ma sortie d'un mariage ne sonnait pas amer. Dehors la ville s'illuminait. Debout près de la fenêtre, regardant le trafic, je me suis sentie plus en paix que je ne le pensais. Je savais que le jugement était encore à venir, qu'il y aurait des disputes et que les rumeurs arriveraient aussi, mais je savais aussi que j'avais surmonté le plus difficile, oser me mettre de mon côté. Le nouveau studio sentait la peinture et le bois. La nuit, en éteignant la lumière, le bruit des voitures de la rue s'entendait clairement. Ce n'était pas un bruit gênant, mais un bruit qui me rappelait que j'étais vivante dans cette ville, non plus cachée dans la carapace de la famille de quelqu'un d'autre. Je me suis allongée sur le côté, regardant le plafond, la main sur la poitrine, sentant mon pouls se calmer. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas à me soucier de me lever tôt pour cuisiner pour personne. Je n'avais pas à penser si ma belle-mère serait de bonne humeur, si ma belle-sœur aurait besoin d'argent ou si mon mari serait contrarié par quelque chose. En y pensant, les larmes ont jailli de nouveau, mais c'étaient des larmes différentes, plus étouffées. Le lendemain matin, je me suis levée tôt et je me suis préparé un plat de pâtes avec un œuf. J'ai mangé seule, voyant le soleil entrer par la petite fenêtre, me sentant plus légère. En retournant au travail, je me suis concentrée en essayant de ne pas penser au jugement qui approchait, mais à midi Léa a appelé. L'avocat de la partie adverse a déjà envoyé la réponse à la demande. J'ai serré le téléphone. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils n'acceptent pas le divorce? Lucas allègue qu'il y a encore de l'affection et demande plus de temps pour la médiation. J'ai souri avec amertume. C'était prévisible. Et ta belle-mère? Ai-je demandé. Elle a déclaré par écrit que la belle-fille est une insolente et une égoïste qui a détruit la famille pour de l'argent. J'ai gardé le silence. Ces mots ne me surprenaient plus. C'étaient exactement les mêmes qu'elle m'avait dit en face, sauf que maintenant ils étaient écrits sur un papier avec un sceau officiel. L'après-midi, en sortant du travail, Lucas m'attendait à la porte de l'entreprise. Il était plus mince, avec des cernes. Je me suis arrêtée sans l'esquiver. « Qu'est-ce que tu fais là ?» ai-je demandé. « Je veux juste parler », a-t-il répondu à voix basse. « On a déjà tout dit. »« Non », a-t-il dit rapidement. « Je n'ai pas tout dit. » J'ai regardé autour de moi. Plusieurs collègues passaient et nous regardaient avec curiosité. J'ai montré le bistrot en face. 5 minutes. Nous nous sommes assis face à face. Lucas a baissé la tête. « Je ne veux pas divorcer. »« Tu l'as dit toi-même, » ai-je répondu. Je l'ai dit dans un moment de colère, s'est défendu Lucas. « Tu sais que je ne le pense pas, » ai-je dit. Je sais qu'à ce moment-là tu le disais sérieusement. Il a levé les yeux avec un mélange de supplication et d'impuissance. Ma mère. Elle n'est pas habituée à ce qu'on la contredise. Que tu partes a été un choc pour elle. J'ai souri avec tristesse. Tu parles de ta mère. Et moi? On peut déménager, a-t-il dit. On louera un appartement. J'ai secoué la tête. Tu arrives trop tard. Mieux vaut tard que jamais, a insisté Lucas. Tu arrives tard parce que tu n'as pensé à ça qu'en voyant que tu me perdais, ai-je répondu, pas parce que tu comprends ce que j'ai dû supporter. Il est resté silencieux. Lucas, ai-je continué d'une voix posée. Si ce jour-là, quand ta mère a dit que soit je donnais l'argent soit on divorçait, tu t'étais levé et avais dit une seule phrase.